je me présente, donc Sylvain Brunet-Monca. Je suis paysagiste, donc une entreprise que j'ai créée en 95. Je suis localisé à mi-chemin entre Chambéry et Grenoble, donc vallée du Grésivaudan. Euh, L'endroit où je me trouve, donc ça s'appelle Tencin, Tencin, 38 570. Donc je suis vraiment à égale distance entre Chambéry et Grenoble. Je suis en vallée, donc absolument pas en altitude. Le village de Tencin est à 250 mètres d'altitude, donc on est vraiment en plaine. Et l'entreprise que j'ai créée donc il y a 30 ans maintenant n'était pas à Tencin dès l'origine. Je suis arrivé à Tencin en 2005-2006. Voilà. Et l'endroit où je me trouve, donc c'est l'ancienne ferme de mes grands-parents maternels. C'est la famille de ma grand-mère qui est là depuis plusieurs centaines d'années. Et du coup, j'ai eu la chance d'hériter de cette ferme. Voilà. Christine, si on peut passer à la. Donc, je vais vous. Donc, ma présentation. Donc, personnellement, donc au niveau de mes études, j'ai fait une formation production florale à la Motte Servolex, donc au domaine Rénac, que certains doivent connaître puisque c'est l'endroit maintenant de l'ancienne foire aux plantes d'Aiguebelette. Euh, donc le domaine Rénac, je suis resté 2 ans. Et ensuite, j'ai fait une formation paysage au lycée horticole de Saint-Imier. Voilà, donc sur les deux écoles, alors celle qui m'a le plus marqué, c'est surtout la Motte Servolex, parce que j'ai eu la chance d'avoir un professeur d'horticulture qui s'appelait Maurice Dijoux, et je sais qu'il était peut-être président de la SH 74 ou 73 à une époque, si je dis pas de bêtises, ou du moins il était dans des organisations horticoles. Et du coup, ce professeur-là, c'est vraiment lui qui nous a vraiment intéressés à la nomenclature. Et il nous faisait des épreuves de reconnaissance des végétaux qui étaient assez passionnantes. On était plusieurs qui étions vraiment très très forts dans ce domaine-là. Donc pour nous piéger, il était obligé d'aller chercher des échantillons dans les villes, à Aix-les-Bains ou à Annecy, où il y avait des plantes qu'on ne connaissait pas. Donc c'est vraiment ça qui m'a intéressé pendant les 2 années que j'ai passées à la Motte Servolex. Je devais déjà avoir la fibre végétale. Voilà, donc ça, c'est une scène du jardin de cette année là que vous avez vu avec qui est à côté du bassin. Il faut savoir qu'à Tonsin, donc quand je suis arrivé, je suis parti vraiment, comme on dit, d'une carte blanche. Il y avait absolument rien, il y avait aucun arbre. C'était tout le terrain était occupé par une prairie qui était fauchée par des agriculteurs qui n'étaient pas la famille de mes grands-parents, mais qui étaient des voisins, voilà, qui faisaient le foin et le refoin. Voilà. Le refoin, c'est la deuxième coupe, le regain, ouais. Voilà. Donc là, ça c'est une photo bah, de la ferme, donc sur laquelle il y a ma grand-mère. Et ma grand-mère, c'est la petite fille qui est, voilà, la toute petite fille qui est assise. Et du coup, avec mes arrière-grands-parents et mes arrière-arrière-grands-parents. Voilà, donc ça, c'est dans la cour de la ferme. Vous dire, alors, moi, dans les actes que j'ai retrouvés dans la maison, j'ai réussi à remonter à 1796, mais la maison est certainement plus ancienne et après, il faudrait que j'aille aux archives de Grenoble. Voilà. Donc ça, pour ceux qui connaissent le lieu, donc c'est l'état dans lequel j'ai récupéré les hangars. Alors c'est pas trop à l'échelle, l'image elle est un peu écrasée. Voilà, donc quand je suis arrivé en 2005, c'était vraiment dans cet état-là. Et ça, c'est voilà, la prairie que j'ai récupérée en 2005. Donc, les arbres qui sont au fond du terrain sont des robiniers, des acacias, qui sont le long du ruisseau. Donc, ceux-là, ils étaient existants. Sur le côté droit, là, on est en bordure de voie ferrée. La chance qu'on a, c'est que la voie ferrée, elle est enterrée chez nous.
parce que la particularité, c'est que le ruisseau qui est au fond du jardin passe sur la voie ferrée. Donc il y a un pont qui est dédié uniquement pour le ruisseau. Voilà. Et les arbres qui sont sur le côté droit, donc eux ont été, c'était aussi des robiniers. Ils ont tous été coupés à un moment donné par la SNCF. Donc aujourd'hui, il n'y a plus ces arbres-là. Voilà. Ça, c'est une photo de 2013. Vous voyez, j'avais déjà commencé à occuper le terrain. Euh, L'idée, en fait, moi, quand je suis arrivé, il y avait une très grosse pression immobilière et ma grand-mère était embêtée toutes les semaines par des appels, sans cesse des appels de promoteurs. Donc moi, l'idée que j'ai eue, c'est j'ai dit à ma grand-mère, je vais planter des arbres, donc je lui ai quand même demandé, parce que c'est elle qui était usufruitière. J'ai pas eu tout le terrain tout de suite. Et puis elle est voilà, c'est vraiment quelque chose qui lui a plu. Le fait que j'occupe le terrain et que du jour au lendemain, j'ai fait déclasser le terrain qui était constructible aux 2 tiers, et aujourd'hui il est entièrement agricole. Voilà. Donc ça, c'est une photo de 2024, donc de l'année dernière. Vous voyez alors là, je vous parle enfin ma conférence, on va surtout parler de plantes. L'arbre qu'on voit qui est très très jaune, en fait, c'est le Broussonetia papyrifera Golden Shadow. Et c'est juste pour vous montrer que cette plante-là, en fait, donc sur les conseils de Christian, bien sûr, je l'ai plantée en plein soleil et c'est une plante qui est dorée comme ça toute la saison, enfin du printemps jusqu'à l'automne. Et il brûle absolument pas. Oui, ouais, ouais. Même sous l'orage, il est doré. Oui. Broussonetia papyrifera Golden Shadow. Alors les objectifs, donc la conception du jardin, donc comme je vous l'ai expliqué, c'était surtout pour occuper le terrain, pour arrêter qu'on soit embêté par les promoteurs. Parce autour de la ferme, il y avait 3 hectares. Bon, malheureusement, j'ai pas tout eu. Mes cousins ont hérité d'un hectare qui n'était pas attenant et qui aujourd'hui s'est transformé en lotissement. Donc ça, c'est un peu voilà, quand on vient chez nous, il y a le côté nature et le côté béton de l'autre côté de la route. Voilà, les contraintes, c'est que le terrain était très très grand et je savais vraiment pas comment m'y prendre parce que bah, moi, même en tant que paysagiste, on travaille jamais sur des surfaces pareilles. Donc, j'ai pris exemple une propriété qui est sur Coran, donc banlieue de Grenoble, chez des clients, une propriété ancienne où là, il y a à peu près 4 000 mètres carrés. Et la façon dont le parc avait été conçu, j'ai toujours trouvé que c'était magnifique parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est une très vieille propriété, donc il y a des arbres qui sont multicentenaires. Mais en fait, les arbres avaient été plantés vraiment en périphérie avec la vue sur les montagnes. Donc, j'ai pris un peu exemple sur cette propriété et j'ai commencé à planter des arbres de parc uniquement en périphérie. Voilà, donc c'est un peu, comme dit Christian, lui, ce qu'il a sauvé, c'est les lignes électriques parce qu'il a dû garder des couloirs. Moi, j'ai voulu garder la prairie centrale et du coup, aujourd'hui, bah, je suis content de l'avoir fait parce qu'on est sur un espace qui est ouvert et on a la vue sur toutes les montagnes environnantes. Voilà, au niveau du sol, alors bah, c'est un sol alluvionnaire qui est très très riche. On a de la terre végétale sur quasiment 1,50 m, voire plus. Ouais, il y a des zones où en fait, quand on trouve un caillou, on est surpris. Voilà. Et de l'idée au projet, alors je dirais que bah, c'est surtout les rencontres euh, et les gens que j'ai rencontrés au sein de Tali.
Et, et ça, je leur dois beaucoup. Je suis ému parce que je pense que sans certaines personnes, je ne serais jamais arrivé à ça. Et en fait, la personne qui m'a fait rencontrer les premiers Italiens, ben, c'est Marielle, qui était venue au jardin. Et alors, je me souviens plus exactement, peut-être que j'avais rencontré Marielle sur une foire aux plantes, voilà, voilà. Et par le biais des rosiers. Et je lui avais demandé conseil parce que on avait le projet de faire une pergola. Et ensuite, de fil en aiguille, elle a dû parler de nous à Nicole. Et puis un jour, j'ai eu la visite de Christian Perron, qui est venu un peu ouais, en éclaireur. Et, en fait, là où je dois beaucoup, c'est que je pense que quelques temps avant, je suis allé au Bois Marquis. J'avais trouvé, bah, comme on trouve tout le temps, le numéro de Christian. Et Christian m'a fait faire le tour du Bois Marquis avec sa petite golfette. Et en fait, là, quand je suis revenu du Bois Marquis, j'ai dit, bah, maintenant, je sais ce que je veux faire du terrain. Et voilà, ça, c'est vraiment les premiers pas, c'est surtout ça. Et l'idée, au début, quand je me suis lancé, c'était vraiment l'inconnu, parce que je savais pas comment j'allais m'y prendre. Et en fait, voilà, le projet, quand je suis revenu de Vergniauz, le projet, il était dans ma tête. Et après, je me suis pas vraiment posé de questions. Euh, j'ai pas fait des études d'architecte paysagiste, donc j'ai pas des notions d'architecte. Mais en fait, je pense que j'ai fait un peu le jardin de manière autodidacte et petit à petit. Et voilà, ça, ouais, on peut passer à la suite. Donc, j'ai choisi de vous parler du jardin parce que euh, on est dans nous, on est dans une région où les terrains sont petits. Donc, on n'a pas des clients qui sont férus de botanique. Nos clients, ils vont pas venir nous voir pour planter, pour végétaliser tout leur jardin. Aujourd'hui, malheureusement, c'est vraiment l'inverse hein, qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de demandes pour arracher des haies, pour mettre des panneaux. Euh, on a la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on va s'appuyer sur le jardin parce que notre jardin, il nous sert de vitrine. Donc, on peut avoir des gens, des clients qui viennent nous voir pour les végétaux. Donc, dans ce cas-là, je les emmène dans le jardin. Mais j'ai des gens aussi qui viennent nous voir uniquement pour des aménagements de terrasses, des aménagements de cours, des murets, des clôtures. Ils vont pas forcément avoir la fibre au niveau du végétal. Et dans ce cas-là, je vais pas perdre de temps. Je vais pas emmener ces gens-là dans le jardin. J'ai un petit jardin qui est un petit jardin expo qui est proche du bureau et qui est relativement clos, qui me permet de montrer à nos clients tout ce qui va être matériaux pour les terrasses, pour les escaliers, pour les clôtures, sans leur montrer vraiment le jardin. Alors je perds pas de temps avec ces gens-là. Je sens tout de suite quand on va avoir des clients qui ont la fibre ou pas. Souvent, les clients qui ont la fibre, c'est qu'ils sont allés voir notre site internet et c'est comme ça qu'ils viennent vers nous. Donc, quand c'est ça, on est content, on se dit qu'on a gagné. Mais maintenant, c'est quand même beaucoup. Voilà, on enlève souvent des plantes pour mettre des panneaux. Donc ça, c'est un peu difficile. Ouais. Oui, voilà, ouais. Alors en revanche, moi, au niveau du métier, il y a des choses que je refuse de faire et que j'ai toujours refusé de faire. Donc, tout ce qui est composite, j'ai toujours refusé d'installer ça. Le gazon synthétique, c'est pareil. Les cours en enrobé, c'est pareil, c'est pas notre métier. Les jardins de cailloux, avec les galets blancs, c'est pas notre métier non plus. Voilà, donc j'arrive à quand même occuper toute mon équipe. Aujourd'hui, on est 14. Mais voilà, il y a des choses je dirais que c'est un peu une chance parce qu'aujourd'hui, on est débordé, on refuse même des clients. Mais les gens qui viennent nous voir, et voilà, aujourd'hui, je sais dire non. Il y a peut-être 25 ans en arrière, je ne savais pas dire non, mais aujourd'hui, je sais dire non et je sais dire aux clients qu'il y a des choses qu'on ne fera pas. Voilà. Donc moi, j'ai choisi de vous présenter le jardin, alors par saison.
j'ai choisi de vous parler des plantes parce que c'est ce que je sais faire le mieux. Voilà, donc ça va être principalement des diapositives et des scènes végétales du jardin. Donc là, l'automne au jardin, bah, c'est surtout les érables du Japon. Là, c'est l'Acer palmatum seriou. Donc c'est un érable qui est toujours très très coloré à l'automne. Lui, en fait, voilà, on peut pas se tromper avec cet érable-là. Il a toujours des couleurs flamboyantes à l'automne. On en avait vu un gigantesque au jardin du Ménil, pour ceux qui avaient fait la visite à Monterolier, si je dis pas de bêtises, qui est gigantesque. C'était lors d'une visite Thalie à Varongeville, d'un voyage Thalie à Varongeville. Voilà. Donc là, une autre scène, alors aussi avec des écorces. Donc les écorces, bah, c'est pareil, hein, aujourd'hui, moi, dès que je peux positionner des arbres à écorce chez des clients, bah, je le fais. Là, vous avez le Prunus cerula à gauche, un Betula N-Bell à droite, et au milieu, c'est un Acer oliverianum. Donc, c'est un très bel érable qu'on rencontre pas souvent, mais qui a le bois coloré aussi, qui est un peu vert, avec des très belles couleurs à l'automne et qui a une coloration très tardive. Voilà. Donc ça, c'est la prairie centrale. Alors, la prairie, elle a été fauchée jusqu'en 2018. Et en 2019, on a ouvert le jardin pour la première fois pour les rendez-vous au jardin. Donc, et le thème, c'était les animaux. Donc cette année-là, on a décidé de semer des jachères fleuries dans le centre de la prairie et de faire des couloirs, des allées, faire un peu une sorte de labyrinthe. Et on avait semé plusieurs jachères fleuries à thème pour les oiseaux, les insectes, les papillons. Et depuis cette année-là, on fauche plus la prairie, on la laisse se développer, on garde juste nos chemins pour se balader. Et ça, c'est surtout pour les insectes, pour les petits mammifères. Et on s'est rendu compte aussi que la prairie, elle dégageait énormément d'humidité. Le fait d'avoir une zone qui soit pas fauchée, qui soit pas tondue, en fait, génère énormément d'humidité, même en plein été. Donc aujourd'hui, ces prairies-là, on va les faucher pendant l'hiver. Ça, c'est notre compost. Alors, c'est un compost géant sur lequel, voilà, qu'on remplit avec les déchets du jardin, les déchets de tonte, toutes les feuilles. Là, on va commencer à ramasser toutes nos feuilles, toutes les feuilles du jardin qui valent de l'or. Et puis, au mois de mai, fin mai, début juin, on sème nos courges. Donc, vous voyez le résultat, là, c'est une partie de ce que j'ai amené parce on en a ramassé au moins 60 ou 70. Voilà. Donc, je vais rien ramener, hein, je vous poserai peut-être des questions. Alors, on verra ceux qui ont la bonne réponse, ils pourront gagner des courges. Et n'y voyez pas de signe quelconque, hein, voilà. Alors, voilà, parmi les scènes du jardin, donc à l'automne, euh, dans le jardin, il y a il y a beaucoup de plantes, hein. Et là, c'est un celui qui est très coloré, hein, c'est un Aesculus. Donc celui-là, il s'appelle Aesculus X neglecta, Autumn Fire. Donc c'est un Aesculus c'est un petit marronnier. Et c'est un marronnier qui avait eu un prix d'ailleurs, je crois, à Beauregard, il y a pas mal de temps, qui avait été présenté par le Jardin en Marche. Et je crois que c'est eux qui avaient eu le prix pour ce marronnier. Et là, il est en association avec le Cotinus grasse à droite, donc pourpre. Et devant, c'est un Cornus qui s'appelle Summer Gold. C'est un Cornus cousin. Donc voilà, ça fait partie des scènes. On aurait pu se dire, oulala, le cornoulier doré à feuillage doré comme ça va jurer. Mais des fois, j'arrête de me poser trop de questions et voilà. Et je me souviens avoir suivi la conférence de Francis Peters, justement, une année à Saint-Priest, sur les couleurs, quand il avait sorti son livre sur les couleurs. Et à la fin,
bah, la conclusion de sa conférence, c'était de dire, en gros, il n'y a pas de loi, faites ce que vous voulez dans votre jardin. Voilà. C'est plus simple. Le cornouiller, ouais, il change un peu de couleur, ouais, il devient un peu orange. Ouais. Donc là, c'est une autre scène du jardin, alors qui est à l'entrée du jardin, là où en général je commence les visites. Donc là, il y a beaucoup de plantes. Le gros qui est pourpre, donc c'est tout qui est à droite, donc ça c'est un frêne. Celui-là, il est connu, hein, c'est Fraxinus angustifolia Raywood. Donc c'est un frêne qui colore comme ça, lit de vin à l'automne. Il devient entièrement pourpre. Donc c'est vraiment un très très beau feuillage. Tout à gauche, vous avez le Betula utilis jacquemonti. Donc tous les boulots que j'ai dans le jardin, alors j'ai essayé de sélectionner des CP dès le départ. Euh, et puis il y a aussi beaucoup de plantes que j'ai formées en CP, que j'ai formées moi-même. Alors la difficulté, c'est que quand vous les achetez toutes petites, eh ben, il faut prendre le sécateur et il faut mettre un coup de sécateur sur un tout petit plan. Voilà, et il faut oser le faire parce qu'autrement, bah, entre une CP et une tige, bah, ça change tout et l'effet est vraiment spectaculaire avec les CP, notamment au niveau des bouleaux. Ouais. Après, en doré, le feuillage doré, là, avec les grosses feuilles, ça, c'est un Acer conspicium qui s'appelle Silverven. Au milieu, c'est un Rhamnus, donc avec le feuillage un peu blanc, euh, panaché, très clair, là, c'est Rhamnus laternus argenteo variegata. Et devant l'arbre qui est encore vert, alors ça, c'est un tilleul qui s'appelle Tilia endocrysea. Donc, c'est un super beau tilleul avec les feuilles pourpres, les jeunes feuilles pourpres quand ils débourrent, qui sont magnifiques, avec des toutes petites feuilles qui commencent vert anis aussi. Voilà. Puis à droite, c'est un Lagerstroemia classique. Voilà, donc ça, c'est une autre scène du jardin, toujours avec Betula utilise Jacques Monti. Donc ça, c'est une scène bah, typiquement que j'ai réalisée. C'est pas très vieux, ça doit dater de 2015 à peu près. Et ça, c'est au retour. Non, non, je dis une bêtise. Les arbres, les gros sujets ont été plantés en 2015, mais la scène a été, l'ensemble a été abouti en 2018-2019. C'est au retour du voyage avec Thalie en mars 2018 en Grande-Bretagne où on est allé visiter les jardins d'hiver. Donc là, vous avez la ronce au premier plan, donc Rubus cockburnianus goldenweil. Donc ça, c'est une ronce qui est dorée toute l'année, qui a les tiges blanches. Les érables du Japon, donc ça c'est Acerpalmatum senkaki, donc qui a le bois rouge l'hiver. Le feuillage très très pourpre, ça c'est un Neonimus grandiflorus red wine. Donc ça c'est un très très beau fusain. Voilà, et à l'arrière, ce qu'on voit en transparence, c'est un tétradium qui prend le feuillage doré comme ça à l'automne. Donc là, c'est aussi là aussi sur le boulot, il y a un travail de taille de transparence aussi. Donc ça, c'est les grands conifères. Alors le séquoia sempervirens, donc le conifère vert. Sempervirens, ça veut dire toujours vert. Ce séquoia, il a été planté en 2015. Il faisait 2,50 m. Ouais. Donc aujourd'hui, il doit faire entre 12 et 13 mètres. Alors, et le conifère qui est tout roux, là, c'est le Taxodium disticum, donc le cyprès de Louisiane, donc qui prend cette belle teinte à l'automne. Et devant le petit pin, donc ça c'est un Pinus bungeana, c'est le pin Napoléon, donc qui va prendre l'écorce décorative, qui va devenir un peu couleur tenue de camouflage, avec des notes de brun, de vert, kaki et de gris. Voilà, donc là il est encore jeune, mais il commence un peu à colorer. Alors ça
C'est anciennement donc Sapium japonicum. Alors, est-ce que vous connaissez son nouveau nom? Parce que les botanistes nous ont changé son nom. Alors, je sais qu'il y en a qui le connaissent. Donc maintenant, il s'appelle Neochiracia. Alors, Neochiracia japonica. Euh, donc ça, c'est vraiment sa couleur d'automne. Euh, donc c'est une plante de la famille des Euphorbiaceae et il colore comme ça vraiment chaque automne. Chez moi, il est très très productif. Il fait énormément de fruits et il se ressème à foison. Alors ça, c'est un cornoulier à fleurs. Donc ça, c'est Cornus X pvsani. Donc c'est un cornoulier qui colore comme ça chaque automne. Ses couleurs à l'automne sont vraiment incroyables. Donc j'ai la chance d'avoir le, le, le sol, euh, le sol du jardin qui leur convient bien. Euh, ouais, on a un pH qui doit être légèrement acide mais qui doit être proche du neutre. Et du coup, ça nous permet d'avoir une palette végétale assez large, avec notamment tous les cornouliers, même les amamélis. Les amamélis, ils se plaisent vraiment dans le jardin. Voilà, donc ça, c'est Cornus X pvsani. Alors là, je l'ai mis vraiment, il est vraiment à l'ombre sous un acer rubrum, parce que ma crainte, c'était que le soleil le brûle. Alors du coup, il fleurit un petit peu moins, mais en revanche, voilà, il a toujours cette couleur-là à l'automne. Donc ça, c'est une plante que vous connaissez aussi, vous l'avez vue au bois marquis. Je crois qu'il y a une très très belle photo dans le livre de Cédric Paulet avec cette plante-là. Idésia. Ouais, donc Christine, tu as gagné une courge. Donc Idésia polycarpa. Donc ça, c'est vraiment. Alors là, dans le jardin, j'ai dû planter le pied mâle et pied femelle parce que c'est une plante qui est dioïque. Euh, L'idéal, alors si vous voulez faire vraiment quelque chose qui soit très décoratif, c'est d'avoir un pied mâle et plusieurs femelles. Voilà, donc ouais. Je ferai pas de commentaires, hein. Euh, et voilà, donc ça c'est vraiment à l'automne. Et aujourd'hui, il a encore autant de fruits que ça. Forcément, il a perdu ses feuilles. Là, il est marié avec des graminées, ce sont des Miscanthus Morning Light avec le feuillage panaché. Mais c'est vraiment une belle plante et j'ai remarqué que les merles adoraient les graines. Donc je désespère pas de trouver des bébés dans le jardin parce que j'ai énormément de semis de toutes sortes maintenant dans le jardin. Donc ça, c'est une scène avec le Miscanthus. Donc ça, c'est un cadeau de Maurice. Donc ça fait partie des rencontres aussi hein, que j'ai eues au début du jardin, donc qui m'ont vraiment enrichi. Et ça, c'est le Miscanthus Memory, donc qui est vraiment un des plus beaux Miscanthus, hein, avec la floraison la plus blanche. Et il est très très précoce et c'est vraiment une très très belle plante. Voilà, donc ça c'est une scène aussi avec les graminées, donc toujours à l'automne. Donc ça c'est une scène proche du bassin avec le Pénicetum almen, donc le petit à droite. À gauche ça c'est la graminée Muhlenbergia capillaris. Donc je sais que c'est une graminée qui est compliquée. Voilà, je pourrais pas vous dire c'est vraiment ce qu'elle aime parce qu'il y a des gens qui réussissent pas du tout avec cette graminée. Chez moi, le terrain est relativement lourd et frais. Elle est plantée dans le jardin de gravier, donc voilà. Mais elle a quand même de l'eau. Ouais. Le sol n'est pas sec, hein. Et derrière, donc c'est un pénicetum qui s'appelle Black Beauty, donc qui a des très grosses inflorescences qui sont presque noires. Et la graminée rouge, donc ça c'est l'Imperata cylindrica, Red Baron. Donc là, il y a des gens qui connaissent bien, ils ont gagné une courge. Voilà. Alors ça c'est cette photo-là, je l'ai mis aussi pour Marielle parce que c'est un rosier que j'ai ramené de son ancien jardin des Avenières. Donc c'est le rosier beauté inconstante. Donc c'est qui est très parfumé et qui est très remontant.
Donc ça, c'est vraiment une fleur de cet automne. Et c'est une création de Pernay Duché et de Marie Duché de 1887. Voilà. Et c'est un thé qui est remontant. Oui. Le nom, beauté inconstante. Beauté inconstante. Oui. Donc ça, c'est une scène. Alors toute la plate-bande, on a une grande plate-bande de vivaces et graminées. Donc vous voyez au milieu, on voit encore les fruits de l'idésia au milieu des graminées. Alors quand je fais visiter le jardin, souvent je dis arrêtez de couper les inflorescences des vivaces parce que il y a des choses qui sont très très belles l'hiver. Notamment là, vous voyez, tout sec, noir, c'est les inflorescences des coréopsis, mais et devant, c'est des inflorescences d'astères. Donc c'est vraiment très très beau. Voilà, même si la photo est floue, en fait, voilà, ça fait des couleurs blanches comme ça, et quand le gel se met dedans, voilà, c'est vraiment très très beau. L'autre chose aussi, c'est que c'est voilà, c'est bien pour les insectes aussi. Là, toute cette plate-bande, nous là, on rase tout quasiment fin février. Et l'autre chose aussi, c'est que bah, ces plantes-là, elles se ressèment. Donc, si on enlève les inflorescences avant que les graines sont mûres, bah forcément, on n'a pas de semis. Voilà, donc là, on va passer à l'hiver. Et l'hiver, on commence avec le Malus Red Jewel. Donc ça, c'est un des plus beaux pommiers à fleurs et donc à fruits, parce que ce pommier-là, les fruits vont rester intacts quasiment enfin, non, les oiseaux n'y touchent pas, et quasiment jusqu'à fin mars. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un pommier à fleurs incroyable. Red Jewel, je pense que on a encore un peu des pépiniéristes qui le produisent, mais euh, je ne sais pas si Christian Bessard il l'a encore, ou je sais que c'est peut-être Sébastien Hemin. Ouais. Alors une autre scène, alors toujours l'hiver, hein, vous voyez, avec les graminées. Donc dans le jardin de gravier, j'ai également beaucoup d'agapanthes. Alors les agapanthes, je les rentre pas, hein, elles restent en place, hein, voilà, surtout j'enlève pas les feuilles. C'est les feuilles qui les protègent. Je les nettoie sortie d'hiver. Et là vous voyez l'effet donc avec Muehlenbergia capillaris. L'hiver, c'est vraiment une plante incroyable. Voilà, moi je touche pas aux graminées avant vraiment la fin de l'hiver. Ça, c'est une scène. Alors, c'est pareil, c'est l'inspiration du voyage d'hiver avec Thalie sur les écorces. Donc, vous avez les cornouliers. Donc, le orange, c'est Cornus Midwinter Fire. Le jaune-vert, c'est Flaviramea. Devant, vous avez un Prunus cerula. Celui-là, c'est Rosemore, c'est un clone qui vient d'un arboretum Rosemore en Grande-Bretagne et qui est au bois marquis. Et les tiges blanches, là, ce sont des rubus. Celui-ci, c'est Biflorus. Voilà, donc je vous parlais des amamélis. Donc, ils aiment vraiment bien le sol du jardin. Donc, on doit en avoir peut-être au moins 20 ou 25 variétés. Celui-ci, c'est améthyste. Donc, il y a une couleur vraiment particulière. Oui. Ouais. Ah ouais, ça aime vraiment il faut de la fraîcheur. Ouais. Donc, celui-ci, c'est Amabilis brevipetala. Donc, ça, c'est pas un cultivar. Voilà, qui a une couleur vraiment orangée et très très foncée. Alors, l'inconvénient qu'on peut avoir sur certains Amamélis, c'est que le feuillage est vraiment marcescent. Et du coup, voilà, c'est un peu dommage sur certains, ouais, où la floraison est un peu fade. Du coup, quand les feuilles tombent pas du tout, c'est moins décoratif. Mais bon, il y en a qui sont très très parfumés. Celui-ci, c'est Amamélis Gingerbread. Donc celui-là, il est très très parfumé. Un des plus parfumés, je crois que j'ai au jardin.
Il me semble que c'est Quasimodo. Donc Quasimodo, il est vraiment incroyablement parfumé. Et il y en a un qui fleurit très tôt en fin d'été, qui s'appelle, c'est la Mammélis virginiana. Et ouais, il fleurit à début d'automne et il est également très parfumé. Mais ça, c'est un botanique. Alors j'ai aussi pas mal de bulbes dans le jardin. Donc là, c'est la fritillaire Radaena, pardon. Radaena. Donc ça, c'est une fritillaire. Alors pareil, elle adore le sol du jardin. Elle commence à sortir de terre quasiment en février. L'année dernière, elles étaient en fleurs vraiment très très tôt en saison. J'ai été surpris parce que les nuits étaient quand même encore relativement froides et j'ai l'impression qu'elles bah, ouais, elles font pas mal elles se divisent donc le sol doit vraiment leur plaire. Donc ça, c'est Iris tuberosa qui s'appelle aussi Hermodactylus. Donc alors, c'est proche de l'iris, mais c'est pas vraiment un iris. Et ça fleurit vraiment très très tôt. Ça a des très très belles couleurs. Les inflorescences sont vert chartreuse et noires. C'est vraiment très très beau. Et ça, j'ai l'impression que ça se ressème très très facilement. C'est pas très haut. Ça doit faire, allez, peut-être 30 centimètres, 20-30 centimètres. Alors ça, je vous ai mis la photo parce que c'est un Andina qu'on connaît tous. C'est Nandina Firepower. Et pour moi, c'est quasiment un des plus beaux parce que aujourd'hui, c'est celui qui colore le mieux au jardin. Il est un peu globuleux comme ça, il manque pas plus. Et il est vraiment très très coloré. Donc quand on arrive à le planter comme ça en groupe de deux ou trois avec d'autres choses, c'est vraiment un très beau Nandina. Et les Nandina, ben, on se rend compte qu'ils ont besoin de rien, quoi. On s'en occupe pas, c'est vraiment une plante géniale. Alors, les Galanthus, donc ça c'est Florey-Pleno et celui-ci, planté en 2019, j'avais ramené quelques bulbes et vous voyez ce que ça a donné en quelques années. Et alors, ceux-là, ils se sont surtout multipliés par division en fait, voilà, par multiplication des bulbes. Mais voilà. Et en revanche, j'ai une question. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle alors il faut que j'arrive à le dire, la myrmécocorie. Alors, si, si tu réponds juste, tu vas gagner la plus grosse course. Oui, corie veut dire mouvement. Oui, myrmécocorie. Oui, oui, c'est ça. Oui, alors, je- donc la myrmécocorie, en fait, c'est l'expansion des graines par les fourmis, parce qu'il y a des plantes, alors on le voit surtout sur le cyclamen, les graines de cyclamen, elles sont enrobées d'une membrane oléagineuse et sucrée, et en fait, c'est irrésistible pour les fourmis, et elles les emmènent dans leur fourmilière pour nourrir pour se nourrir. Une fois qu'elles ont enlevé cette enveloppe oléagineuse, bah, la graine, elle est prête à germer. Et du coup, ça marche. Là où on le voit le plus, c'est surtout les cyclamens. Mais j'ai appris que c'était aussi le cas des galanthus. Voilà. Là, vous avez alors un saule que beaucoup connaissent, qui s'appelle Muntazo. Voilà, c'est ça. Alors, je l'ai posté parce que ça, c'est vraiment une floraison qui est magnifique au printemps, enfin, fin d'hiver. Et c'est aussi pour son côté mellifère, parce que vous voyez au bout des poils,
on devine déjà le pollen et vous avez les premières ouvrières qui vont tout de suite trouver du pollen au tout début du printemps, fin d'hiver. Donc ça, c'est intéressant pour les ruches parce que bah, la reine, elle recommence à pondre en janvier et il faut qu'elle trouve du pollen, que les ouvrières trouvent du pollen. Alors elles vont le trouver dans les aulnes, dans les noisetiers, mais c'est un peu plus tardif, et dans le saule marceau, et puis aussi le muntasso. Alors ça, c'est une plante, je vous ai mis parce que je trouve que au niveau du parfum, c'est vraiment incroyable. Donc c'est un Sarcococa confusa. Donc ça, c'est une plante très très parfumée, qui est intéressante dans les zones d'ombre. C'est aussi une plante qui est sans souci. Enfin, moi, je trouve, voilà, je l'ai mis vraiment en pleine ombre. Et en fait, alors, ça met un peu de temps à se développer, mais vraiment une plante dont on s'occupe jamais. Sarcococa confusa, celui-là. Confusa. Ouais, très très parfumé. Alors, une autre plante très parfumée l'hiver, donc c'est l'Edgeworthia chrysantha. Donc Edgeworthia, alors c'est pareil, c'est une plante qui va pas supporter les terrains secs et surtout les coups de chaud. Il lui faut quand même pas mal d'ombre. En revanche, c'est très très mellifère. Ça a vraiment un parfum incroyable. Et je trouve que la structure de l'arbuste, enfin même son bois, la couleur de son bois, moi ça me fait penser à un mini baobab. Je trouve que ça a un peu le même aspect au niveau du bois. Donc ça, c'est une scène, on est toujours en hiver, hein, vous voyez, sur la Grande Chartreuse, on voit la neige. Donc ça, c'est un trio de cerisiers du Japon. Donc à gauche, qui est tout en fleurs, ça c'est le Prunus campanulata Felix Jury. Donc ça, c'est un cerisier incroyable. Il a vraiment une floraison chaque année. Là, c'est vraiment, les fleurs se touchent toutes. Donc, Prunus campanulata Felix Jury. Félix Jury. Et devant, alors où la floraison est un peu plus timide, ça c'est Prunus subirtella autumnalis. Donc lui qui va fleurir, là actuellement il est en fleurs, il va fleurir quasiment tout l'hiver et il va avoir une remontée au printemps en général en même temps que les deux autres. Et derrière, celui qui est derrière c'est le plus tardif, ça c'est Prunus chirotae qui a vraiment une floraison double blanc pur qui est aussi incroyable. C'est vraiment voilà le trio des trois. Ça c'est encore un autre. Ouais. Ça c'est le cerisier donc blanc à floraison blanche. Celui-ci c'est Prunus X yedoensis Yoshino Yoshino Shidare. Donc lui qui est pleureur. Alors vous voyez celui-là il a une dizaine d'années hein, donc il s'est développé vraiment très très fort. Aujourd'hui, je suis obligé de reculer les zones d'herbe. Je ne sais pas où il va s'arrêter. Bientôt, j'aurai plus de passage, ou alors je vais relever les branches pour qu'on passe dessous. Celui qui est en face, qui a une floraison rose un peu pourpre, enfin un peu violet là. Celui-ci, c'est Prunus Collingwood Inram. Euh, et le petit qu'on devine là tout à gauche, qui commence sa floraison, ça c'est un Prunus subirtella. Et je crois que c'est le clone du bois marquis. Voilà, alors les écorces, celui-ci c'est un Acer davidi serpentine. Donc ça fait partie des arbres que quand je l'ai acheté, c'était une tige, hein. Et voilà, j'ai pris le parti de mettre un coup de sécateur. Et du coup, ça m'a donné une CP multitronc. Donc ça, c'est une plante que vous connaissez tous. Voilà. L'arbutus X andrachnoides. Alors, il faut pas oublier le X, hein, parce que Arbutus andrachnoides, il est quasiment introuvable. La plupart, là, sont des hybrides. X andrachnoides. Donc ça, c'est l'arbousier de Chypre.
Je regarde Christian, des fois s'il fait des gros yeux, c'est que je dis des bêtises. Il a l'air de dormir à moitié. Donc ça, alors à votre avis, Prunus, Prunus, Bouleau, Acer? Non. Ah, j'ai entendu la réponse au fond. Syringa, c'est un lilas. C'est un lilas de Chine. Donc celui-ci, c'est Syringa reticulata subsp. Pekinensis chinasno. Ah, donc c'est un lilas qui a une écorce incroyable, qui a des très grosses inflorescences, un peu comme le Troène, qui vont être un peu blanc-jaune, mais qui est aussi parfumé. Mais les inflorescences, elles sont vraiment très très grosses. Elles sont quasiment, vous voyez, oui, c'est une fleur simple, mais c'est vraiment des grosses inflorescences un peu qui ressemblent un peu à la fleur du Troène, mais beaucoup plus grandes. Alors, si je dois redire le nom, c'est Syringa reticulata subsp. Pekinensis chinasno. Voilà, ça c'est un Lagerstroemia. Alors, c'est un Lagerstroemia forei, donc c'est rien à voir avec les Lagerstroemia qu'on connaît. Celui-là, c'est un botanique, mais qui a vraiment une écorce à part. Alors, je pense il doit exister plusieurs souches parce que je l'ai vu dans d'autres jardins avec une écorce complètement différente. Voilà, donc ça, celui-là aussi, alors c'est un Lagerstroemia qui fleurit très très tard. Il fleurit quasiment entre le 15 et le 30 octobre. Donc une floraison très très tardive. C'est les fleurs, enfin la floraison, elle est vraiment pas spectaculaire. C'est aussi des petites fleurs comme le Troène. En revanche, il prend des très belles teintes à l'automne qui sont un peu pourpres. Alors une plante aussi intéressante, donc qui est Stachyrus. Celui-ci, c'est un cultivar qui s'appelle Cellina. Stachyrus chinensis, Cellina. Donc c'est vraiment voilà, une inflorescence très très précoce. C'est vraiment un rideau de perles comme ça qui tombe. Et ça, c'est une photo de cette année. La floraison, elle a été vraiment incroyable cette année. C'était curieux. Et puis, bien sûr, voilà, je voulais finir l'hiver aussi parce que bon, on a quand même pas mal de bulbes aussi dans les jardins grâce à Florence. Donc ça, c'est la tulipe White Emperor. Voilà, donc c'est une tulipe qui m'a plu tout de suite parce que le côté blanc comme ça avec les petites lignes vertes, j'ai trouvé elle allait se marier très très bien avec les bouleaux. Alors elle est quand même relativement haute, à peu près 40-50. Mais là, elle est plantée au milieu des bruyères, donc en fait, elles se tiennent. Ouais, ouais. Voilà, donc on va passer au printemps. Alors pour le début du printemps, là, vous avez le débourrement du Fagus tricolore, qui s'appelle aussi Fagus sylvatica roseo marginata. Et à l'arrière, le feuillage qu'on voit panaché, ça c'est un Zelkova serrata variegata. Donc ça, c'est deux plantes alors le Zelkova, il a un feuillage incroyable, hein, ça c'est suite au pique-nique chez Momo, hein, ça que j'ai absolument voulu planter un Zelkova et le Zelkova, je l'ai changé deux fois de place dans le jardin parce que les deux premiers emplacements, je l'avais mis trop au soleil et le feuillage brûlait vraiment. Et là, il est vraiment à l'ombre, il est quasiment pleine ombre. Voilà. En revanche, le Fagus tricolore, lui, il n'y a aucun souci. Il n'est pas trop gêné de l'exposition. Voilà, alors dans le jardin, on a beaucoup de magnolias à fleurs. On doit en avoir peut-être 40-45.
Donc là, vous avez Génie. Donc lui, il est assez connu, hein, voilà, c'est des petites fleurs rondes très très pourpres. Et là, il est marié avec un cerisier du Japon, donc le Prunus accolade, qui est aussi très connu. Voilà, un autre magnolia, alors qu'on rencontre pas souvent, et pourtant je trouve que sa floraison, elle est vraiment incroyable. C'est un magnolia soulangiana qui s'appelle Lenei alba, donc qui a vraiment une fleur comme ça en forme de tulipe blanc pur. Donc ça, c'est un autre magnolia, mais c'est un semis du jardin. Donc là, depuis quelques années, ça m'arrive plus, mais alors c'est difficile de dire pourquoi. À un moment donné, j'ai eu pas mal de semis dans le jardin. Alors j'arrive pas forcément à trouver une explication. J'ai eu la même chose avec les érables du Japon. Euh, et ça, c'est un semis certainement du magnolia Stellata Leonard Messel. Donc parmi les bulbes aussi, alors que j'apprécie beaucoup dans le jardin, donc ça c'est le Leucojum aestivum, et celui-là c'est un cultivar qui s'appelle Grafti. Comment? Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est un leucojum, voilà, c'est une floraison qui est assez tardive. Là, il est avec des tulipes qui sont aussi tardives. Donc c'est intéressant parce que du coup, on a des entre les bulbes précoces et les bulbes tardifs, on en a quasiment pendant 2 mois. Ah, oui, alors ça, c'est la graminée qui porte un nom ah, le cultivar, c'est Prairie Blues. Oui, voilà. Schizophragma, quelque chose Prairie Blue. Ouais. Ça, c'est un prunus. Bah, c'est un prunus que vous connaissez aussi. C'est le prunus goico. Donc, qui commence sa floraison vert-blanc avec des nuances un peu de rose qu'on devine au cœur de la fleur. Et il finit sa floraison avec la fleur quasiment toute rose. Mais ça, c'est un très beau cerisier du Japon et qui colore aussi à l'automne. Il prend des belles teintes à l'automne. Un mélange qui s'est fait tout seul en fait, parce que je les ai plantés quand même relativement loin l'un de l'autre. Et alors l'hydrangea quercifolia Little Honey, donc c'est un hydrangea à feuillage doré. Et à côté, vous avez le viburnum plicatum mariesi. Et en fait, le viburnum est venu se mélanger à l'hydrangea. Et je trouve que le mariage des deux est vraiment réussi. Alors là, un autre, bah, on les a déjà vus dans les scènes d'automne. Donc c'est le Cornus Summer Gold en floraison avec le Cotinus grass. Donc on voit que même avec des feuillages, un feuillage quand même assez flashy, hein, avec le panaché, bah, ça se marie bien avec le pourpre. Un autre feuillage aussi, alors que oui, c'est le cierge d'argent. Donc Simifuga, Simifuga, et ça c'est un cultivar qui s'appelle Brunette. Et à l'arrière, donc ça à l'arrière c'est un Cornus controversa qui s'appelle Gausia. Donc ça c'est un Cornus qu'on rencontre pas souvent parce que apparemment c'est un peu ouais, il réussit pas partout et du coup chez nous il réussit bien. Voilà, cierge d'argent, alors c'est une vivace qui fleurit très très tard, qui est hyper parfumée, incroyable, ouais, tellement c'est vraiment un parfum très très fin. Oui, ouais, très très parfumé. Euh, donc ça c'est le Camassia Lechlini alba, qui est marié avec le Cornus Scarlet Fire à gauche. Et derrière, c'est un Thuya occidentalis qui s'appelle Rheingold. Donc j'aime bien ce Thuya parce que c'est un petit Thuya globuleux et qui colore comme ça l'hiver.
il prend des teintes comme ça, presque orangées. Il est doré en saison et vert et doré. Et je trouve que c'est vraiment un très beau feuillage. Rhomenea coulteri, donc ça c'est le pavot en arbre. Donc lui, alors de ce que j'ai appris, c'est une plante qui déteste être déplacée. Quand on l'achète, il faut le planter, mais voilà, l'emplacement il doit être définitif. Et voilà, chez nous, il est planté sous un gros mûrier et il supporte les terrains relativement secs. Donc ça, c'est un Arisaema Psychocyanum. Donc c'est un des plus beaux du genre. Euh, donc avec la fleur vraiment comme ça, pourpre foncé, avec des liserés blancs et le spadis au milieu blanc pur en forme de massue. Donc ça c'est et puis il a aussi le feuillage qui est intéressant, qui est un peu marbré. Donc ça c'est une plante, bah, c'est de la famille des arômes. Alors j'ai la chance que le terrain au fond du jardin lui plaise bien. Ça c'est l'Acer crataegifolium Vietchi. Donc lui il est dans la cour à l'entrée dans la ferme. Et en fait c'est voilà il a juste un feuillage incroyable avec ses petites samarres violet, rouge là, c'est voilà, c'est et puis sur le feuillage, il a aussi des nuances de rouge, rouge rose qui rappellent les samarres. C'est vraiment une très belle plante. Ça, c'est une scène au bord du jardin, donc avec toutes sortes de floraisons, les arômes, les iris, les tulbagia, euh, le berberis orange ice là, qui commence à débourrer. On a un acer Shirazawanum aureum. Voilà, donc ça c'est une scène vraiment de début de printemps. Voilà, ça c'est la partie, la zone d'ombre au fond du jardin où bah, une fois que le printemps est un peu avancé, on a tous les feuillages qui sortent. Donc avec le Rodgersia tabularis, donc les grosses feuilles là en forme de plateau. Et puis dans cette zone-là, on a des aruncus, on a vraiment des Rodgersia, il y a énormément de choses, surtout des feuillages. Voilà, alors la même photo plus ou moins que tout à l'heure avec le Camassia, le Scarlet Fire, mais vous voyez là on est déjà au mois de mai, donc on voit que les prairies sont hautes, et puis on a un très grand chêne là à gauche, donc ça c'est un Quercus rubra aurea, ça c'est un cadeau de Christian. C'est un semis de son chêne doré du bois marquis, donc que j'ai planté à la naissance de mon petit-fils. Donc voilà, il s'est bien développé. Ça fait maintenant 5 ans. Donc il doit bien faire peut-être bien 5-6 mètres. Un magnolia, alors que j'apprécie vraiment, donc c'est le magnolia Siboldi qui a vraiment des fleurs incroyables. Euh, c'est un, c'est un magnolia asiatique. C'est un petit magnolia. Ça, c'est un cultivar qui s'appelle Colossus. Alors, je sais pas exactement ce qu'il a, ce cultivar, par rapport au type. Apparemment, il serait peut-être un peu plus érigé. Mais ça, c'est un magnolia qui est intéressant. Alors, en revanche, il lui faut vraiment de l'ombre. Mais il est remontant. Il fleurit quasiment jusqu'au mois de juin. Tant qu'on n'a pas de coup de chaud, au premier coup de chaud, la floraison s'arrête. Mais en fait, il remonte en permanence. Sur le même arbre, vous allez avoir des fleurs fanées, des fleurs ouvertes, des nouveaux boutons, des petits boutons qui arrivent. Il fleurit vraiment sans discontinuer pendant au moins 2 mois. Euh, ouais, non, bah, des pépinières spécialisées dans ce type de magnolia, ouais. Peut-être à Varangeville, chez des gens comme Ralph Lennart. Ouais. Alors, ça, c'est un petit cerisier que vous connaissez, Kojonomai. Donc, je l'ai mis parce qu'il a vraiment, voilà, et c'est une floraison quand même incroyable. Puis, c'est un petit cerisier du Japon qui est très, très graphique, voilà, qui est beau,
qui est beau en toute saison, même la structure de son bois est belle, ses couleurs d'automne sont belles. C'est un petit cerisier du Japon qui est assez résistant et qui est très mellifère aussi. Les insectes l'adorent. Voilà, ça c'est, on retourne au fond du jardin. Alors, dans cette zone-là, on a beaucoup de plantes de la famille des Araliacées. Donc là, c'est un Fatsia japonica. On voit on voit toutes sortes de plantes. Bon, mais il y a des fougères, il y a la rubus, donc celle-ci c'est Lineatus. On voit la floraison du Fautergilla. Voilà, un autre magnolia, alors aussi qui fait partie de mes préférés. Celui-là, c'est Magnolia nimbus. Donc ça, c'est aussi un arbre que j'ai découvert au Bois Marquis. C'est un des plus parfumés. Nimbus, quand il est en fleurs, on le sent quasiment à l'autre bout du jardin. Euh, Nimbus, il est aussi remontant. Il fleurit aussi, il a une durée très très longue aussi au niveau de sa floraison. C'est un hybride entre Obovata et Virginiana. Et le côté Virginiana, on le retrouve au niveau de ses feuilles parce qu'il a le revers des feuilles qui est un peu bleuté. Et même quand les feuilles tombent à l'automne, elles ont une couleur magnifique. Elles sont, je sais pas, c'est même pas descriptible. Elles ont vraiment une texture incroyable et même les feuilles mortes je les ramasserais presque pour les garder. Donc une autre scène au fond du jardin, donc complètement à l'ombre, avec le Bétula qui s'appelle Blason, mais voilà, c'est aussi une trouvaille du bois marquis qui est multiplié par milliers. Le Rogersia, donc lui, il s'appelle Rogersia bronze peacock. Et l'érable du Japon, c'est Ukigumo. Donc, si je me trompe pas, Ukigumo en japonais, ça veut dire flocon de nuages, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, c'est un érable du Japon qui a un feuillage quasiment blanc au printemps, donc qui est incroyable. Forcément, il faut le mettre plein ombre, hein. On peut pas mettre une plante comme ça en plein soleil. Mais voilà, c'est vraiment un feuillage incroyable. Donc on va passer à l'été. Donc l'été, ça c'était pour faire un peu la pige à Christian parce qu'il n'y arrive pas. Donc faut bien que je me régale aussi un peu, hein. Donc ça c'est les fleurs oranges, c'est Leonotis leonurus. Donc alors en revanche, on n'arrive pas à les, enfin jusque-là, j'ai jamais réussi à les garder l'hiver. C'est une plante que moi je considère comme une plante à massif, hein. Je le plante en début d'année, au printemps. Mais c'est vraiment une très très belle floraison. J'aime j'aime assez les floraisons oranges. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien l'orange parce que forcément ça se marie bien avec le jaune, ça se marie bien avec le bleu. Derrière, ce sont des petites agapantes, alors dont je connais absolument pas le nom, je sais pas comment je les ai eues. Et elles sont remontantes, elles fleurissent très très longtemps. C'est des toutes petites fleurs bleues. Et je pense que cette année, je vais les diviser parce que les touffes sont devenues énormes. Alors, si ça intéresse certains, je pourrais voilà, j'en proposerai l'année prochaine. Donc ça, c'est à nouveau une photo du Cornus Scarlet Fire. Pardon? Bah, entre le début et la fin de la floraison, oui, il change de couleur. Là, on va avoir un nouveau cultivar, donc qu'on n'a encore pas vu en fleurs chez nous, mais qui s'appelle Soleil Rouge. Donc, on va voir ce qu'il donne par rapport à Scarlet Fire, mais Christian a l'air de dire que c'est encore au-delà. Alors, ça, c'est une scène surtout de feuillage, parce que bah, moi, c'est vraiment des choses voilà, c'est moi, enfin, je trouve que les feuillages sont aussi beaux que des floraisons, presque plus. Donc là, c'est une zone d'ombre au fond du jardin où on va retrouver des Rogersia. Euh, Tout devant les premières feuilles vraiment au premier plan, ça c'est Rubus lineatus. Après le feuillage bleuté, ça c'est Fautergilla Shadow, Blue Shadow, pardon. Le feuillage qui est juste derrière, ça c'est des élébores fétides. Ensuite vous avez des Fatsia.
Tout à droite, on a un tout petit bout de la serre dont j'ai parlé tout à l'heure, Uki-Gumo. Derrière, on a un cornoulier panaché qui s'appelle Wolfeis. Et là, on a des grosses feuilles, les grosses feuilles rondes, c'est un styrax. Voilà. Alors, toujours les, les plantes d'ombre. Donc là, on a vraiment du monde. Si je commence à droite, le feuillage un peu blanc, donc ça, c'est un Pittosporum Irene Patterson. Ensuite, juste à côté, on a un Epidemium. Et ensuite, le feuillage un peu marbré, donc ça, c'est un Pilea. C'est un Pilea qui s'appelle Mutsadai Silver Taiwan Silver. Ensuite, on va avoir des hostas. Vous allez avoir la fougère qui s'appelle Metallica. Et tout à droite, ce sont des Bohemeria. Au-dessus, on a un Mahonia gracilipes. On a des Aruncus qui sont en fleurs. On a le feuillage du Zelkova serrata variegata. Et à côté du feuillage, au milieu de la photo, on va avoir le feuillage du Brassioxys mythis. Donc ça, c'est aussi une araliacée. Et la plante qui est vraiment au milieu, ça, c'est un Stewartia. Stewartia coreana. Et le citron, c'était le Brassioxys. Oui, ça, c'est une araliacée qui a un feuillage aussi très particulier. Donc ça, c'est de nouveau la même scène que tout à l'heure avec l'érable du bois marquis, donc pardon, le bouleau du bois marquis, donc Betula blason. Vous voyez, où là, on voit vraiment que l'écorce est beaucoup plus rouge. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un boulot que j'ai massacré au départ hein, pour arriver à avoir une CP comme ça, 4 troncs. Donc je le surveille chaque année, je le remonte. Donc quand on dit remonter, ça veut dire qu'on l'éclaircit, on fait une taille de transparence un peu à l'intérieur et on coupe quelques petites branches pour vraiment avoir que la structure du bois en partie basse au niveau du pied. Les bouleaux, ça cicatrise relativement bien. Donc alors moi j'évite de couper des trop gros troncs, mais voilà, ça cicatrise assez vite. Alors la période idéale pour faire ça, c'est début juin. Ouais, début juin, quand on fait de la taille en verre, quand on fait de la taille en verre début juin, les plantes cicatrisent très très vite. Euh, Là, vous avez des Bergenia ciliata. Ça, c'est un cultivar qui s'appelle Wilton. Donc, c'est un Bergenia qui a les feuilles toutes duveteuses, comme du velours. Voilà. Derrière, on voit encore un Fatsia. Donc, celui qui est à l'arrière, c'est Spiderweb. Voilà, il y a toujours les Rogersia. Voilà. Donc, on revient sur le Rogersia dont je parlais tout à l'heure, tabularis. Voilà, je voulais vous mettre une photo de près parce que c'est vraiment une plante intéressante. Moi, elle me fait penser aux forêts tropicales parce que quand il pleut, en fait, la feuille garde l'eau au milieu. Il n'y a pas de trou. Donc, c'est vraiment, on dirait, une mini Gunera. Et il a deux noms d'ailleurs. Alors, je ne sais pas lequel il faut utiliser maintenant, mais il s'appelle aussi Stilboides tabularis. Voilà, donc là, c'est la feuille du Brassioxys mythis dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est une araliacée alors qui est assez fragile. Il est sensible au froid. Je l'ai paillé hier soir. Euh, donc je m'embête pas, hein, je mets juste 2 ou 3 tranches de paille sur les côtés que j'attache à une ficelle. Il a gelé les premières années. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus costaud. Voilà, mais c'est vraiment un feuillage incroyable. Donc une scène d'été avec les Knifofia. Du coup, excuse-moi, j'ai pas vu que tu tourné le dos. Alors Knifofia et avec un tout petit Caryopteris devant. Alors ça, c'est un Caryopteris qui est né au jardin. C'est des semis que j'ai eu à un moment donné, de petits Caryopteris dorés, alors que j'avais pas cette plante-là dorée. Donc je sais pas d'où ils sont apparus.
Donc j'en ai gardé, j'en ai donné. Il y a quelques Italiens qui en ont chez eux. Et voilà, il est très très doré, il reste tout petit, tout rond, et derrière le, le petit arbre là, ce sont les Nandina Firepower. Et le petit arbre là, la petite structure qu'on voit, ça c'est le Psychoparosia semi-decidua Purple Haze. Donc ça c'est un parotia, un, un Psychoparosia qui colore très très tard, il vient tout juste de colorer là. Voilà, ça c'est un gros plan sur la Serpalmatum avec son feuillage de printemps Ukigumo. Donc voilà, c'est quand même un feuillage exceptionnel pour un érable du Japon. Alors à l'été, il va devenir un peu plus vert, mais il garde quand même une belle panachure. Donc ça, c'est une scène avec vraiment les floraisons d'été, avec un hélénium qui s'appelle Mardi Gras, l'Orlaïa grandiflora, donc cette ombellifère qui est incroyable, hein. Ça, c'est pareil, j'essaie de les ressemer. J'aimerais en avoir encore plus, mais malheureusement, pour la faire germer, il faut travailler le sol. Bah, je les sème tout de suite dès que c'est frais. Dès que les graines sont prêtes, je les ressème. Ouais, je les sème tout de suite à la volée. Et alors, le petit Berberis, lui, voilà, c'est un semis spontané qui est venu se mettre là. Donc ça, c'est aussi la zone d'ombre au fond avec le clérodendron Bungei. Euh, Derrière, c'est un autre Acerpalmatum qui a un nom compliqué. Je vais plus m'en souvenir. Shiga quelque chose. Et là, en dessous, vous avez les Hydrangea Annabelle. Voilà, donc là, on en a pas mal dans le jardin en sous-bois des Hydrangea Annabelle. Voilà, donc là, c'est l'éryngium. Alors, c'est typiquement une floraison d'été, hein, quand il fait très chaud. L'éryngium, celui-là, il s'appelle Bourgati picos améthyste. Et avec les petites agapantes bleues que j'ai au jardin qui sont remontantes. Je vous montre cette plante parce que cette lysimaque, elle est incroyable. Elle est très très graphique et elle est introuvable. Enfin, euh, c'est très rare quand quelqu'un la propose. Alors, et en plus, c'est vraiment difficile de la propager. Elle envahit, elle est pas du tout envahissante. J'ai, j'ai même du mal à la diviser. Donc là, j'ai réussi à la marcoter. J'ai quelques marcottes, mais voilà, et c'est un feuillage très très graphique. Voilà, et là, elle est mariée, enfin, elle est en association avec le feuillage panaché. C'est un Aralia elata Silver Umbrella. Et puis il y a toujours la petite fougère Metallicum qui est très très belle, ouais. Alors ça, c'est un arbre à miel, Tetradium danieli. Et celui-ci, alors je ne sais pas pour quelle raison, il m'a fait des inflorescences. Je pense qu'il est issu de semis. Et c'est quasiment, j'en ai beaucoup dans le jardin qui sont issus de semis, mais celui-là, c'est celui qui me fait les plus belles fructifications parce que ça, c'est la fructification, ce ne sont pas les fleurs. Donc vraiment, celui-là, il est très 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 décoratif après la floraison. Donc un petit bégonia grandis. Donc celui-ci s'appelle Marie-Ange, il vient de la pépinière de la Roche-Saint-Louis, donc Aurore du Creux. Et ce petit bégonia, il est doré, il a un feuillage doré, donc très très décoratif, très lumineux pour zone d'ombre, hein. Voilà, éventuellement sous des grands arbres. Tous ces bégonias-là, ils se ressèment abondamment dans le jardin. Ils sont absolument pas gélifs, ils se comportent comme des vivaces. Ils disparaissent. Oui, oui, c'est ça, ouais. Ils ressortent au printemps, ouais. Ouais, ouais. Euh, donc, bah, voilà, un autre bulbe aussi. Dans le jardin, j'essaie aussi de mettre pas mal de bulbes d'été, donc notamment les lys asiatiques. On a aussi une bulbeuse qui fonctionne assez bien. Alors, j'ai pas retrouvé de photo, mais
Galtonia candicans. Donc ça, c'est une. Je pense qu'il y en a une. Il y a un bouton là au milieu qui est. Ah non, ça c'est un hémérocal. Parce que je sais qu'elles sont par là. Mais Galtonia candicans, c'est aussi une bulbeuse qui fleurit l'été. C'est des très grandes inflorescences blanches. C'est vraiment une très belle plante aussi. Toujours l'éryngium, donc celui dont je parlais tout à l'heure, là, la floraison, elle est un peu plus avancée, qui est très très bleue, comme ça, métallique, avec des reflets un peu acier. Donc ça, c'est des plantes qui sont très mellifères. Faut pas hésiter à les planter pour l'été parce que bah, on a des périodes où ce qu'on appelle les abeilles ont faim. Donc parce qu'il y a beaucoup moins de floraison. Donc c'est pour ça que dans le jardin, j'ai pas mal d'arbres à miel. Également le Tilia henriana qui fleurit l'été. Donc ça, c'est toutes des plantes intéressantes. Donc ça, bon voilà les rudbeckia qu'on voyait tout à l'heure dans la scène d'hiver. Donc là en floraison, qui sont mariés avec des miscanthus. Dans cette plate-bande-là, il y a pas mal de choses, hein. Il y a aussi le Phlomis fruticosa qui est tout jaune là en floraison. Voilà, ce miscanthus, j'arrive pas à retrouver son nom. C'est un des plus précoces. Il est encore plus précoce que Memory. Voilà, ça c'est alors une photo du bassin la première année après sa réalisation, donc c'était en 2018. Donc j'ai retrouvé cette photo juste parce que bah, c'est l'année où on a fait le pique-nique de Thalie. Donc le bassin a bien changé et derrière on voit, je sais pas si c'est pas le petit prunus, non, non c'est pas lui, mais il devait y avoir le petit prunus X yedoensis. Voilà. Alors notre jardin, bah forcément on nous demande de l'ouvrir pour les visites. La difficulté pour nous, c'est que bah, la semaine on travaille, on n'est pas encore à la retraite comme beaucoup d'entre vous, mais du coup, ça veut dire que on est obligé d'entretenir le jardin le week-end. Donc voilà, c'est pour ça que c'est difficile pour nous d'ouvrir le jardin autant qu'on voudrait. On va quand même essayer là en 2026 de l'ouvrir au printemps pour la première fois pour les floraisons des magnolias et des cerisiers du Japon. Alors je sais pas encore la date. Voilà. Donc, parmi nos événements, bah, le plus gros événement pour nous, c'est les rendez-vous au jardin. C'est un gros investissement pour nous, cet événement-là, parce que on ouvre le jardin et on présente aussi ce qu'on sait faire au niveau de l'entreprise. Euh, on a un petit marché, une petite foire aux plantes, mais des plantes qu'on sélectionne nous-mêmes. Et on a un petit marché d'artisans. Donc sur ces 2 jours-là, on a à peu près 1100 visiteurs. Donc Thalie est venue cette année. On avait un petit groupe de Thaliens que j'ai pas vraiment pu voir parce que je reconnais personne sur ces 2 jours-là. Voilà. Et puis on ouvre aussi le jardin à l'automne. Alors en général, c'est après Vergniauz, hein, passe, Vergniauz passe en priorité. Mais du coup, j'ouvre le jardin en général après la foire aux plantes de Vergniauz. Voilà. Donc là, ce sont des photos de la visite de Thalie en 2018. Donc vous voyez la différence pour ceux qui sont venus là cette année, déjà 2018-2025. Voilà. Donc ça, c'est l'étape qu'on avait installée au fond du jardin pour être à l'ombre. Parce que ce week-end-là, forcément, il faisait super chaud. Voilà, il y avait ma grand-mère qui est juste là en bas à gauche. Voilà, alors ça, c'est des groupes que j'ai eus cet automne. On a eu 2 visites au mois d'octobre, donc avec une association qui s'appelle les Jardiniers de Bourgoin-Jallieu. Je sais, peut-être que je me trompe de nom, mais il me semble que c'était ça.
les jardiniers de Bourgoin-Jallieu qui sont venus en car. Donc voilà, qui en général, quand on a des visites avec des groupes qui sont en car, le car arrive à rentrer dans la cour. Et puis les groupes vont déjeuner, quand ils viennent le matin, ils vont déjeuner ensuite au ruisseau Gourmand, qui est vraiment à côté de chez nous, donc à 300 mètres. Et puis ce qu'on propose aussi, c'est bah, la seconde visite de la journée. Souvent, c'est le château du Touvet, qui est à 6 kilomètres. Alors la plante qui est sur la façade, non, ça c'est un actinidia. Oui, c'est un kiwi d'ornement. Ouais. Donc qui a un feuillage comme ça, panaché blanc. Et derrière, c'est un rosier grimpant dont je me souviens plus le nom. Mais alors, là où on a fait fort, c'est que les fleurs de l'actinidia ont exactement la même couleur que les fleurs du rosier. C'est possible que ce soit ça parce que on en a installé un sur la pergola et j'en avais un deuxième. L'actinidia? Non, non, c'est pas un kiwi qui fait des fruits. C'est un kiwi d'ornement. Ouais, absolument pas de soleil brûlant. Ouais.